Donc les trois premiers amphis nous ont permis d'introduire les outils de la physique statistique, de les utiliser sur un certain nombre d'exemples simples, de se familiariser donc, avec ces outils, de donner une signification microscopique au principe de la thermodynamique. On n'a pas tout à fait fini pour ces outils. En fait, vous avez déjà vu des exemples simples en cours ou en petite classe. Pour aborder vraiment les grands problèmes de physique moderne, on a encore besoin d'un outil. Donc on va étudier aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'ensemble grand canonique. Alors vous avez vu que quand on passe de la description la plus simple, micro-canonique, à la description canonique, ça nous a permis de lever une contrainte sur la fixation de l'énergie. Donc c'est la température qui est fixée, et on a un outil qui est relativement simple, ce formalisme canonique, qui passe par le calcul de cette fonction de partition canonique qui contient toutes les informations sur le système. Il va y avoir des situations où on va avoir aussi besoin de libérer la contrainte sur le nombre de particules. Donc on va passer du micro-canonique, du canonique au grand canonique, comme on est passé du micro-canonique au canonique, en franchissant une étape, en se libérant d'une contrainte, cette fois-ci non plus la contrainte d'une énergie fixée, mais la contrainte d'un nombre de particules fixées. Donc c'est le dernier outil dont on va avoir besoin aujourd'hui. Ça va être un petit peu une révision des deux amphis précédents, parce qu'on va suivre à peu près les mêmes démarches que pour le passage du micro au canonique. Dans la deuxième partie, on va revenir sur le gaz parfait classique. Alors PV-NRT, vous connaissez tous évidemment, mais on va voir qu'il y a des aspects subtils, même dans la description du gaz parfait classique, qui va être essentiel de comprendre pour voir la semaine prochaine comment décrire les gaz parfaits quantiques, comment la mécanique quantique va rentrer dans le problème. Donc je vous rappelle où nous en sommes. Donc de façon générale, pour chaque problème physique, on a une description adaptée à chaque problème. Si on part de la description microcanonique, on avait vu donc énergie, volume, nombre de particules fixées, c'est l'entropie qu'on calcule. Inversement, on peut écrire l'énergie interne en fonction de l'entropie, du volume et de nombre de particules, ce que j'ai appelé les paramètres de contrôle, les paramètres extensifs de contrôle. Dans le formalisme canonique, au lieu de fixer l'énergie, on fixe la température. Donc on avait introduit, je pense de façon assez naturelle, ce potentiel thermodynamique qu'on appelle l'énergie libre, qui est donc relié à l'énergie interne et à l'entropie, et donc qui dépend des variables de contrôle, cette fois-ci, qui sont encore le volume, le nombre de particules, mais cette fois-ci, la température. Alors il peut y avoir des situations où, au lieu de fixer le volume, on peut avoir besoin de fixer la pression. Dans ce cas-là, on introduit un autre potentiel qui s'appelle l'enthalpie libre. Donc cette fois-ci, température, pression, nombre de particules sont fixés. Et l'enthalpie libre est une fonction donc, de la température, de la pression et du nombre de particules. Elle est reliée à une certaine fonction de partition qu'on ne va pas décrire ici. En fait, on va pas parler de cette situation-là, mais c'est une situation importante, par exemple en chimie, où en général c'est la pression qui est fixée. Et en fait, on va s'intéresser à un quatrième cas qui correspond donc à ce qu'on va appeler la description grand canonique, qui correspond à la situation où cette fois-ci ce n'est pas le nombre de particules qui est fixé, mais sa quantité conjuguée qu'on appelle le potentiel chimique. Donc on va voir naturellement comment s'introduit le potentiel chimique, comme naturellement on a introduit la température. On va construire un potentiel thermodynamique qu'on appelle le grand potentiel, donc qui dépend, lui, cette fois-ci, de deux variables intensives et d'une seule variable extensive, qui est le volume. Donc il est directement proportionnel au volume. Alors donc, comment est-ce qu'on a construit ces potentiels thermodynamiques ? Donc quand on partait d'un système isolé, les micro-états sont équiprobables, et donc de cette fonction W de E et de N, on en déduisait l'entropie. Pour un système fermé, donc un système fermé, c'est un système qui échange de l'énergie, mais pas de particules. Donc on avait vu naturellement comment construire
la distribution de Boltzmann, avec cette fameuse normalisation ici, donc qui s'appelle la fonction de partition, et qui est reliée à l'énergie libre et aux autres fonctions thermodynamiques. Donc tout est contenu dans cette fonction z de t et de n, et éventuellement du volume dont je ne parle pas ici. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à des systèmes ouverts, c'est-à-dire des systèmes qui aussi peuvent échanger des particules. Donc vous allez voir, la généralisation est assez naturelle, elle va suivre les mêmes étapes que l'introduction du formalisme canonique. On va introduire naturellement un facteur de Boltzmann, où on aura non seulement l'énergie, mais le nombre de particules. On va avoir naturellement une constante de normalisation, une fonction de normalisation qu'on va appeler la fonction de partition grand canonique. Et naturellement, on va introduire le potentiel thermodynamique associé qu'on appelle le grand potentiel. Alors à quoi ça sert? Donc cet ensemble, cette description grand canonique sert à décrire des systèmes en contact avec un réservoir de particules. Jusque-là, on avait la description canonique, c'est un contact avec un thermostat qui fixe la température, c'est un réservoir d'énergie. Et là, cette fois-ci, ce réservoir, c'est en plus un réservoir de particules. Alors l'intérêt est double. D'abord, c'est d'écrire des situations physiques où le nombre de particules peut effectivement varier. Vous en verrez un exemple demain en petite classe. C'est le problème de l'adsorption. Si on veut décrire l'adsorption des molécules d'un gaz sur un solide, évidemment, donc, vous avez deux sous-systèmes qui échangent des particules. Donc il va être essentiel d'utiliser ce formalisme grand canonique. Alors vous avez sur l'en-tête, la première page de votre poly, ce tableau que j'aime bien. Donc c'est un tableau d'un peintre qui s'appelle Jérôme Arbonville, qui s'est spécialisé dans les peintures de foule. Alors vous voyez, ce grand nombre de personnages, là on a envie presque de l'interpréter, de le décrire de façon statistique. Alors moi c'est comme ça que je voyais effectivement le problème de l'adsorption, où j'aurais ici un gaz et un solide. Donc voilà, je voulais vous faire partager l'intérêt que j'ai pour ce tableau. Donc ça, c'est pour décrire donc, des situations où le nombre de particules va varier entre le gaz et le solide. Enfin, il va y avoir des échanges de particules entre le gaz et le solide. Et l'autre intérêt, c'est pour des questions calculatoires, je dirais pratiques, c'est de libérer la contrainte sur le nombre de particules. De même que quand on est passé de microcanonique à canonique, l'intérêt, ce n'était pas uniquement que dans le quotidien, c'est la température qui est fixée. L'intérêt, c'était aussi de libérer cette contrainte qui rend les calculs microcanoniques difficiles. Et bien là, il y a des situations où les calculs canoniques, où le nombre de particules est fixé, ces calculs canoniques sont difficiles. C'est ce qu'on verra. Donc là, dans les prochains amphis, on va aborder la statistique. La physique statistique quantique, où la mécanique quantique va jouer un rôle très important. Et vous verrez pourquoi on a besoin de libérer cette contrainte sur le nombre de particules. Alors on va reprendre des étapes précédentes. Comment est-ce qu'on a introduit naturellement la notion de température? C'était par le contact entre deux sous-systèmes. On va reprendre les mêmes étapes. Donc on va reprendre deux sous-systèmes, l'ensemble étant isolé, et ces deux systèmes peuvent échanger soit de l'énergie, donc ça on l'a déjà vu, soit des particules, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et éventuellement du volume. Alors des particules, ça serait par exemple une membrane semi-perméable. Échanger du volume, c'est simplement par un piston mobile. Et l'hypothèse, c'est donc que l'ensemble est isolé, donc on décrit l'ensemble de façon microcanonique. Son énergie, le nombre total de particules, le volume total est fixé, et on veut comprendre comment l'énergie, le nombre de particules et le volume se répartissent entre les deux sous-systèmes. Donc la question qu'on s'était posée, c'était dans quel macro-état se trouve un des deux sous-systèmes, qu'on va appeler 1, à l'équilibre. Donc ce macro-état, c'est le macro-état le plus probable, et donc, la valeur de la quantité énergie, nombre de particules ou volume à l'équilibre, c'est la valeur la plus probable. Comment calculer cette valeur la plus probable? On va revoir, dans les transparents suivants, on avait vu que l'état d'équilibre le plus probable, c'est celui qui maximise cette somme des deux entropies associées à chacun des deux sous-systèmes. Et vous voyez que si vous voulez maximiser cette entropie par rapport à x1, eh bien évidemment, la valeur la plus probable est donnée par la dérivée
première égale à 0, c'est-à-dire l'égalité ici des dérivées premières, d de S1 sur dx1 égale d de S2 sur dx2. Donc, à l'équilibre, on a égalité des ds sur dx. Donc, ça vous introduit naturellement un paramètre intensif associé à la grandeur extensive. Et donc, si x, c'est l'énergie, on avait vu que ds sur dE, c'est l'inverse de la température. On avait vu que c'était cette définition qui nous donnait une température statistique qui allait naturellement s'identifier à la température qu'on connaît bien. Si x c'est le volume, eh bien, les ds sur dv sont reliés à la pression, alors en fait à P sur T, pour bien retrouver la pression que l'on connaît en mécanique et thermodynamique. Et si x est n, il y a la quantité qui s'égalise à l'équilibre, c'est le potentiel chimique, donc qui est défini, si on veut retrouver l'expression connue du potentiel chimique, on a ce signe moins et c'est inverse de la température. Donc, à l'équilibre, il y a égalité des ds sur dE, des ds sur dv et des ds sur dn, donc des températures, des pressions et des potentiels chimiques. Donc, on généralise le principe zéro de la thermodynamique. À l'équilibre thermodynamique, les températures s'égalisent, et bien les pressions et les potentiels chimiques aussi. Alors, on va revenir un tout petit peu en arrière pour voir comment on avait construit cette quantité-là. On avait donc montré que la probabilité pour le sous-système 1 d'avoir une énergie E1, je reprends exactement le même parcours, mais simplement, au lieu de parler d'énergie, je parle du nombre de particules. Donc la probabilité d'être dans un état quelconque avec un nombre de particules N1, si ce nombre de particules N1 est fixé donc dans le sous-système 1, ça veut dire que le sous-système 2 est dans un micro-état possible de nombre de particules N2. Donc ça, c'est le nombre de micro-états compatibles avec cette contrainte, le nombre de micro-états du système 2. Et il faut effectivement, on parle ici de probabilité d'être dans un micro-état quelconque, donc on multiplie par le nombre de micro-états ayant un nombre de particules N1. Et puis, au dénominateur, une normalisation. Donc, on avait vu qu'on allait maximiser le log de cette quantité. Donc, le log de cette quantité fait apparaître naturellement les deux entropies dont je viens de parler. Et donc, à l'équilibre, le maximum de cette quantité donc, conduit à l'égalité des ds sur dn et donc à l'égalité des potentiels chimiques. Donc, vous revoyez ce qui a été fait il y a 15 jours, ce qu'on avait vu pour l'énergie. On le refait ici pour le nombre de particules. Et donc, à l'équilibre, second principe, l'entropie est maximale, ce qui va avec le fait que les potentiels chimiques sont égaux. Alors, il va falloir se familiariser un peu avec cette notion de potentiel chimique, qui est moins quotidienne que celle de température. Donc, on va voir ce qui se passe si on n'est pas à l'équilibre. Alors, si on est un petit peu à l'écart de l'équilibre, vous voyez, si le nombre de particules du système 1 est inférieur à sa valeur à l'équilibre, eh bien, ce nombre de particules va augmenter, c'est-à-dire qu'il va y avoir transfert de particules du système 2 vers le système 1. Donc, je vais aller de N1 à N'1, qui est N1 plus delta N. Donc, je continue à considérer cette quantité ici, et je la développe autour de N1. Et donc, je fais apparaître cette dérivée première ici, et donc, comme cette quantité doit augmenter, comme P de N'1 est plus grand que P de N1, cette quantité doit être positive. Donc cette quantité, c'est la variation d'entropie. Et donc la variation d'entropie doit être positive, puisqu'en fait on va évoluer vers l'équilibre. Et vous voyez que si delta n est positif, si on a des particules qui vont de 2 vers 1, eh bien vous voyez que ce résultat ici, que delta S est positif, vous dit tout de suite que mu2 est plus grand que mu1. Donc, le système évoluant vers le macro-état le plus probable, c'est-à-dire une augmentation de l'entropie, cette évolution se fait par un transfert de particules du système de grand mu vers le système de petit mu. Donc, on a tout à fait un parallèle avec ce qu'on avait fait donc, il y a 15 jours. On avait vu que si on mettait deux systèmes en contact, eh bien, il y a transfert d'énergie du système de haute température vers le système de basse température, ça c'est bien connu, et aussi transfert de particules du système de grand potentiel chimique vers le système de petit potentiel chimique. D'où cette notion de
potentiel chimique, c'est la possibilité de céder des particules. Donc vous voyez que la notion de potentiel chimique, elle n'est pas quotidienne, mais elle est aussi tout à fait parallèle et finalement aussi simple que celle de température. Et donc à l'équilibre, égalité des températures et des potentiels chimiques. Donc j'espère, on va voir qu'on va essayer de se familiariser avec cette notion de potentiel chimique qui va devenir importante dans les cours, dans les amphis à venir. Alors, si vous vous souvenez de ce qu'on a fait lorsqu'on a étudié le contact thermique échange d'énergie, l'étape suivante, c'était de considérer un des systèmes beaucoup plus grand que l'autre. Le grand système, on l'avait appelé réservoir d'énergie ou thermostat. C'est celui qui imposait sa température. Et bien là, on l'appelle un réservoir de particules. Donc c'est un réservoir qui permet, un dispositif qui permet de maintenir un système à potentiel chimique fixé. Et puis aussi à température fixée, il fera les deux en même temps. Donc c'est un grand système tel que les échanges de particules vont affecter le petit système, mais pas le grand. Donc en fait, c'est le grand système qui impose température et potentiel chimique. Donc pour étudier ce petit système, on va reprendre des étapes précédentes et on va s'intéresser alors donc à la probabilité que le système S1 soit dans un micro-état fixé, un micro-état donné, d'énergie E1 et de nombre de particules N1. Je reprends les mêmes étapes qu'il y a 15 jours, je rajoute simplement un deuxième argument. Donc c'est vraiment une révision. Donc on avait vu que la probabilité que S1 se trouve dans un micro-état donné, eh bien c'est proportionnel au nombre de micro-états de l'autre système. C'est-à-dire que si ce micro-état est fixé, fixer ce micro-état, c'est compatible avec tous les micro-états possibles du système 2 avec cette contrainte. D'accord ? Et là, je ne multiplie pas par W1 parce que c'est un micro-état d'énergie et de nombre de particules donné. Alors évidemment, ce qu'il y a au dénominateur, c'est la normalisation, c'est-à-dire qu'on somme tous ces termes-là et on somme sur toutes les énergies intermédiaires, E1 et N1. Et évidemment, il faut compter le nombre de micro-états d'énergie E1 et le nombre de particules N1. Voilà, donc la dépendance en E1 et N1, elle est contenue dans cette fonction-là. Comme le système 1 est petit devant le système 2, on va donc maintenant supposer ces relations-là. Et donc, on va faire un développement autour de E étoile. Et ce développement, en fait, on le fait sur le log. Je vous avais expliqué pourquoi donc, précédemment. C'est que le développement sur le logarithme est bien contrôlé parce que les termes du développement sont de plus en plus petits, ce qui n'est pas le cas si on regarde W directement où il faut sommer tous les termes. Donc, on développe le log et ensuite on réexponentie. Donc, en développant le log, donc, tout bêtement, donc, le log de W2, c'est S2. Donc, on dérive S2 par rapport à E1. Alors, D2S2 sur DE1, c'est moins D2S2 sur DE2. Donc, un développement pour petit E1 et un développement pour petit N1. Bien, donc développement au premier ordre en fonction de E1 et N1. Et maintenant, on va réexponentier. Ces deux quantités, maintenant, on les connaît. Alors, DS sur DE2, DS sur DE, vous la connaissez bien, c'est l'inverse de la température. On a utilisé aussi ce paramètre bêta, 1 sur kT, dont on va se servir vraiment très souvent, donc il faut vraiment être familier avec ce paramètre bêta. Donc ici, c'est simplement K bêta. Et puis DS sur DN, donc là vous êtes moins familier, c'est moins mu sur T, et on va aussi introduire un autre paramètre qu'on va appeler alpha. Alors je vais le mettre sur plusieurs transparents pour que ça rentre bien. Donc ce paramètre alpha, ce n'est pas tout à fait le potentiel chimique, c'est mu sur kT. Alors vous voyez ce paramètre alpha, il est, donc vous voyez tout de suite si je réexponentie, donc ici ce terme-là vous fait apparaître donc, l'exponentielle de Boltzmann, et on va avoir aussi une exponentielle de Boltzmann en fonction du nombre de particules. Donc vous voyez bien que ici, bêta, tout ça, il faut que ce soit homogène, ce soit sans unité, l'argument de l'exponentielle. Donc vous voyez que bêta, c'est bien l'inverse d'une énergie, c'est 1 sur kT. Eh bien, alpha, évidemment, doit être sans dimension. Donc cette forme compacte ici,
où au lieu du potentiel chimique, on utilise alpha et nous donne une forme relativement simple, mais il faudra se souvenir donc de la relation entre alpha et mu sur kt. Voilà, donc la dernière étape, comme on l'avait fait précédemment, c'est de réinjecter ce développement ici au numérateur. Voilà, on le met ici au numérateur. Et donc vous voyez que la fonction W2 qui est au numérateur et au dénominateur disparaît. Et la seule caractéristique du système 2, du grand système, c'est sa température et son potentiel chimique. Donc, ayant réinjecté ici ce facteur exponentiel dans cette expression, on va donc trouver que la probabilité d'être dans un micro-état donné, c'est un facteur de Boltzmann généralisé, avec cette normalisation ici au dénominateur, où on va sommer sur tous les micro-états ayant les énergies E1 et N1, et donc il faut compter le nombre de micro-états ayant l'énergie E1 et N1. Ce dénominateur, on va lui donner un nom, c'est une constante de normalisation, on va l'appeler la fonction de partition grand canonique, évidemment, ça généralise la fonction de partition canonique, et on se retrouve donc avec une distribution qui caractérise le système 1, où les seuls paramètres du thermostat et du réservoir de particules, c'est donc la température et le potentiel chimique. Donc je résume ici donc, cette nouvelle distribution de Boltzmann. La fonction de partition grand canonique, on somme sur tous les micro-états, mais ces micro-états peuvent avoir des nombres de particules différents. Donc cette fonction de partition grand canonique, vous voyez que je peux la réécrire de différentes façons. Si ici je regroupe tous les termes par valeur de n, si je regroupe tous les termes par valeur de n, pour une valeur de n, la somme sur m de exponentielle moins bêta em, c'est la fonction de partition canonique. Et puis pour cette valeur de n, eh bien, j'ai alpha nm qui est égal à alpha m. Donc je range ici toutes les contributions par valeur différente de n, et je somme sur n. Exactement comme on avait la fonction de partition canonique qui s'écrivait en fonction de la fonction W2E. D'accord ? C'est bien clair ? Donc finalement, toute l'information sur le système est contenue soit dans cette fonction, soit dans cette fonction, soit dans cette fonction. La question maintenant, c'est quelle est la fonction la plus facile à calculer. Alors on avait vu que l'intérêt du canonique, c'est qu'il était plus facile de calculer cette quantité que cette quantité, et sommer ensuite. Et bien là, l'intérêt de la fonction de partition grand canonique, ça va être aussi que dans certaines situations, elle est plus facile à calculer que celle-là. Donc on continue à suivre les étapes qu'on avait développées pour le formalisme canonique. L'intérêt de cette fonction de partition, c'est qu'elle contient toutes les informations sur le système. En particulier, l'énergie moyenne, je refais encore une fois le petit calcul. L'énergie moyenne, c'est la somme des PM-EM. Les PM, maintenant, c'est ce nouveau facteur de Boltzmann. Mais vous voyez que multiplier cette exponentielle par EM, c'est comme la dérivée. Et donc, vous avez encore cette formule très importante qui relie l'énergie moyenne à la dérivée logarithmique, alors cette fois-ci de la fonction de partition grand canonique, et ici, on a fixé alpha. De même, le potentiel chimique étant fixé, le nombre de particules peut fluctuer, et donc le nombre de particules dans un système n'est fixé cette fois-ci qu'en moyenne, et le nombre moyen de particules, c'est pareil, c'est la somme de Pn nm, et cette fois-ci, multiplier ce facteur de Boltzmann par nm, c'est comme le dérivé par rapport à alpha. Donc on a une expression ici qui ressemble à celle de l'énergie moyenne, cette fois-ci pour le nombre moyen de particules. On dérive le log de z par rapport à alpha à bêta fixé. D'accord ? Donc vous voyez la symétrie entre ces deux relations. Donc encore une fois, dans le principe, si cette fonction est calculée, on en déduit toutes les quantités qui nous intéressent. Donc c'est résumé sur ce tableau ici, il n'y a rien de plus, mais deux expressions extrêmement importantes de ce cours. Donc celle-là, on l'a déjà vue, on l'a déjà signalée, et celle-là est aussi importante, puisqu'elle va, si on introduit cette quantité potentielle chimique, eh bien, il faut pouvoir relier le nombre de particules au potentiel chimique.
Alors, étape suivante, je suis un petit peu les étapes des semaines précédentes. L'intérêt de cette fonction de partition grand canonique, c'est la possibilité de découpler le système en sous-systèmes et de factoriser la fonction de partition. Donc, encore une fois, si j'ai deux sous-systèmes, ou même plusieurs sous-systèmes, là j'en prends que deux pour simplifier les notations, si ces deux sous-systèmes sont indépendants, les énergies, c'est la somme des énergies, le nombre de particules, c'est la somme des nombres de particules, donc évidemment la fonction de partition, l'argument de l'exponentielle ici, ça va être la bêta, la somme des énergies, plus alpha, la somme des nombres de particules. Et vous voyez donc que si ces systèmes sont indépendants, eh bien donc je peux sommer indépendamment sur M1 et sur M2, donc j'ai factorisation de cette fonction de partition, qui est donc le produit de deux fonctions de partition que j'aurais pu calculer de façon indépendante. C'est ça l'intérêt. Et donc, vous verrez cet exemple demain, où si on veut étudier l'équilibre, l'adsorption, c'est-à-dire l'équilibre gaz-solide, qui peuvent échanger des particules, eh bien vous allez étudier d'abord le gaz tout seul, d'abord le solide tout seul, et on sait que la description de l'ensemble, c'est le produit des fonctions de partition. Si on refait le parallèle avec les descriptions des semaines précédentes, on s'était intéressé aux fluctuations, donc fluctuation de l'énergie. Quand la température est fixée, vous savez que l'énergie va fluctuer. Donc je vous rappelle que pour calculer ces fluctuations d'énergie, donc la variance de la distribution, on a d'abord l'énergie moyenne, qui est la dérivée logarithmique. On avait calculé l'énergie carrée moyenne, qui est la dérivée seconde, une petite manipulation ici, nous avons montré que la largeur de la distribution est donnée par cette dérivée seconde du log. C'était vrai pour le canonique, c'est vrai aussi en grand canonique à partir du moment où je fixe alpha. On peut faire la même chose maintenant pour essayer de comprendre quelle est cette fluctuation, cette fois-ci, du nombre de particules. Eh bien, ce sont des relations tout à fait parallèles où j'ai remplacé moins bêta par alpha. Et donc, on va se retrouver ici de façon tout à fait symétrique avec cette fluctuation du nombre de particules qui est la dérivée seconde par rapport à alpha à bêta fixé. On a plusieurs paramètres. Maintenant, il faut toujours bien préciser ce qui est fixé. Donc, physiquement, qu'est-ce que ça veut dire? On avait vu que cette quantité ici était reliée à une quantité physique qui était la capacité thermique, donc relation entre la variance et la capacité thermique, qui sont toutes les deux extensives. C'est ce qu'on avait appelé une relation fluctuation-réponse. Eh bien, on a la même chose pour le nombre de particules. Cette dérivée seconde est reliée à une quantité connue, qui est, vous voyez, je fais tout à fait le parallèle, je remplace E par N et je remplace T par le potentiel chimique. Ce dN sur d mu, alors mu c'est alpha sur kt, donc dn sur d mu c'est 1 sur kt dn sur d alpha, et dn sur alpha c'est n c'est la dérivée logarithmique de alpha, donc on se retrouve ici avec la dérivée seconde. Donc ces deux quantités sont proportionnelles, donc on a, comme on avait ici, une relation entre variance et une quantité qui exprime une réponse du système à une perturbation extérieure. Donc, fluctuation, réponse. Alors, cette quantité-là, elle peut-être moins pas familière. On peut montrer que cette quantité-là est reliée à la compressibilité. Donc, la compressibilité, c'est la faculté de pouvoir comprimer plus ou moins facilement le système. Et on voit bien physiquement que plus un système est compressible, plus les fluctuations vont être importantes. Donc, voilà, c'est toujours ce lien entre fluctuation et réponse. Alors, ce que ces deux relations nous disent aussi, c'est comme cette variance et cette variance sont toutes les deux extensives, ça veut dire que delta E sur E et delta N sur N varient comme 1 sur racine de N. Et donc, dans la limite des grands systèmes, les fluctuations de l'énergie ou du nombre de particules sont très faibles. Et donc, les descriptions canoniques ou microcanoniques ou grand canoniques sont équivalentes. Alors, comme on avait fait pour la description canonique, à partir de la fonction de partition canonique, il faut naturellement en déduire une fonction thermodynamique. On avait vu qu'en canonique, c'était l'énergie libre qui était moins kt log de z. Et on avait vu cette relation
entre énergie libre, énergie interne et entropie. Et bien là, on va faire la même chose. On a la nouvelle fonction de partition, donc, qui est la fonction de partition grand canonique, à laquelle on a envie d'associer un nouveau potentiel. Alors on va voir que ce nouveau potentiel, naturellement, il s'écrit de cette façon-là. C'est-à-dire que, de même que cette énergie libre était reliée à l'énergie moyenne et à l'entropie, on va voir comment cette fonction est reliée à l'énergie moyenne, le nombre de particules, et l'entropie. Alors comment relier tout ça ensemble? Eh bien, on avait en fait, on était parti du calcul de l'entropie. Donc, l'entropie, l'expression générale, vous vous souvenez que l'entropie, c'est une quantité qui est associée à une distribution de probabilité. Donc, cette fois-ci, j'ai une nouvelle distribution de probabilité qui est la distribution de Boltzmann généralisée. Donc, je recalcule la somme des PM log de PM en injectant la distribution de Boltzmann ici. Donc, vous voyez que le log de PM contient 3 termes. Donc, la somme des PM vous donne la moyenne de ces 3 termes. Donc, le premier terme, c'est log de Z. Le deuxième terme, c'est l'énergie moyenne. Et le troisième terme, c'est le nombre de particules moyen. Donc, en définissant ici, naturellement, ce grand potentiel, comme on avait défini l'énergie libre, on a une relation donc, entre ce potentiel thermodynamique, E moins Ts moins mu m, c'est-à-dire l'énergie libre moins mu n. Donc, si je reprends les différentes constructions de ces potentiels thermodynamiques, on avait vu que quand un système échange de l'énergie, des particules et du volume, son entropie, on a défini toutes ces quantités, donc si j'ai une variation U, une variation V et une variation N, les variations sont données par ces différentes dérivées qui sont 1 sur T, le potentiel chimique et la pression. Autrement dit, la différentielle du, c'est TdS moins PdV plus mu dl. C'est le second principe de la thermodynamique. Ça, c'est la chaleur échangée, ça, c'est le travail échangé, et ça, c'est le nombre de particules échangées. Eh bien, à partir de l'énergie libre, à partir de l'énergie interne, on a construit l'énergie libre, qui, si vous voulez, s'appelle une transformée de Legendre de l'énergie interne. Donc, cette fois-ci, la différentielle dépend non plus de TdS, mais de moins SdT, c'est-à-dire que les variables de contrôle sont température, volume et nombre de particules. Donc, ça, c'est ce qu'on a déjà fait la dernière fois. Et là, tout naturellement, on a cette nouvelle fonction qui, d'une part, se calcule avec la fonction de partition grand canonique et qui, d'autre part, est reliée aux quantités physiques mu, v et t. Donc ça, c'est la partie physique statistique, et puis ça, c'est la partie thermodynamique, second principe. Et vous voyez en passant que ce que j'ai déjà dit plusieurs fois, c'est que le grand potentiel ne dépend que d'une variable extensive, le volume, puisque T et mu sont intensifs, donc le grand potentiel est directement proportionnel au volume. Directement proportionnel au volume, et le coefficient de proportionnalité, c'est la pression. Donc calculer le grand potentiel, c'est quand même important de mettre ça quelque part, quand on calculera ce grand potentiel, en fait, on aura directement l'expression de la pression. Voilà, donc on a terminé avec la construction de ces outils de la thermodynamique, de la physique statistique, pardon, donc qu'on va utiliser maintenant dans différentes situations. Je voudrais conclure un petit peu sur ces outils et leur efficacité. Donc cette boîte à outils que l'on a développée, des formalismes canoniques et grands canoniques, permet donc de la description d'un grand nombre de propriétés physiques macroscopiques à partir du moment où on se donne un modèle microscopique, donc par exemple pour des particules avec une énergie cinétique et une énergie quelconque d'interaction, et donc la description des propriétés macroscopiques passe par le calcul de cette fonction. Alors soit canonique, soit grand canonique, j'ai pas remis les deux, mais typiquement une fonction de cette forme-là. Donc on a une systématique, on pourrait dire, qui est finalement très simple. On a cet Hamiltonien, il suffit de calculer ça. Alors en fait, il faut bien réaliser que ces problèmes ne sont simples que si la fonction de partition peut se découpler en sous-fonction de partition.
Donc, par exemple, donc, si l'hamiltonien est la somme de termes indépendants, donc évidemment, c'est ce qu'on a déjà fait, hein, par exemple, pour démontrer le théorème d'équipartition, une somme de termes cinétiques, eh bien évidemment, on considère chaque particule, chaque degré de liberté x, y, z, et on a la fonction de partition à la puissance, la fonction de partition pour un degré de liberté à la puissance du nombre de degrés de liberté. Alors ça reste faisable si on a un terme, par exemple, d'interaction qui est un terme à un corps, c'est-à-dire qu'il ne dépend que de la particule I. C'est le cas, par exemple, on a regardé l'équilibre barométrique, hein, des particules dans un champ gravitationnel, donc toutes les particules sont dans le même potentiel. Et évidemment, je peux écrire cet hamiltonien comme la somme d'hamiltoniens indépendants. Et donc c'est pour ça que le problème reste facile à résoudre. Le problème devient très difficile, c'est quand on a une interaction plus compliquée, hein, où la fonction de partition ne va pas se factoriser parce que l'énergie n'est pas la somme de termes indépendants. Alors typiquement, hein, donc cette simplicité n'est pas toujours rencontrée. Typiquement, c'est ce qu'on va regarder si on veut décrire des transitions de phase. Décrire une transition gaz-liquide ou liquide-solide nécessite de la connaissance de l'interaction entre les particules. Qu'est-ce qui fait qu'elles vont avoir tendance à se condenser d'une façon ou d'une autre, hein. Et donc là, le problème devient beaucoup plus difficile. Dans quelques semaines, on va s'intéresser aux propriétés électroniques des solides. Donc cette fois-ci, les particules, ça sera des électrons. Il est remarquable, et on verra ça plus tard, que beaucoup de propriétés des métaux peuvent être décrites comme la physique d'un gaz d'électrons sans interaction. On verra pourquoi c'est remarquable. Mais vous savez que les électrons, ils interagissent entre eux. Vous avez l'interaction coulombienne, etc. Donc il y a des situations où en fait, le problème est très difficile. Alors, c'est des systèmes qu'on appelle des systèmes électroniques fortement corrélés. C'est toute une famille de systèmes qui ont été découverts depuis les années 80, lorsqu'on a découvert la supraconductivité à haute température. Donc, il y a toute une famille de systèmes où ce terme-là ne peut pas être négligé. Et donc, je vous encourage à aller voir le séminaire de jeudi prochain, donc d'Antoine Georges, qui fait un petit peu une revue de tous ces systèmes, alors soit de matière condensée, soit d'atomes froids. Hein. On sait maintenant avec des atomes ultra froids reproduire des propriétés de matière condensée. Le fait qu'ils soient ultra froids fait que leur énergie cinétique est tout petite, donc c'est l'énergie potentielle qui est importante. Et si cette énergie potentielle est compliquée, l'interaction est compliquée, les propriétés sont difficiles à comprendre. Donc voilà, vous aurez ici un exemple de ces difficultés rencontrées. Alors, une autre situation que vous verrez donc dans quelques semaines avec Rémi Monasson, c'est la description de la transition aimant désordonné, aimant ordonné, la transition paramagnétique, ferromagnétique. Vous voyez bien que alors vous avez vu en petite classe simplement l'interaction de spin 1,5 avec un champ extérieur, mais pour qu'en l'absence de champ extérieur, les moments magnétiques s'alignent de façon spontanée, il faut bien une énergie d'interaction entre ces moments magnétiques. Alors, la forme de l'énergie, elle n'est pas difficile à intuiter finalement. Bon, on prend par exemple cet hamiltonien, où vous voyez, si vous avez cette constante ici qui est positive, bien, vous voyez que vous avez un terme qui va être négatif, donc qui va abaisser l'énergie, si les moments magnétiques sont alignés. Donc ce terme ici va tendre à l'alignement des moments magnétiques, et il y a une compétition entre l'effet de ce terme et l'effet de la température, et cette compétition se traduit par une transition de phase. Bon, ben voilà, il se trouve que la fonction de partition pour ce problème-là est difficile à calculer, parce que vous voyez bien que ce n'est pas une somme de termes indépendants. Alors, il y a des situations exceptionnelles où on s'en tire. On arrive à découpler d'une certaine façon cette fonction de partition par des astuces mathématiques, mais de façon générale, on ne sait pas calculer explicitement, exactement la fonction de partition. Et il faut avoir recours à des approximations, qu'on appelle des approximations de champ moyen, que vous allez rencontrer donc dans les amphis ultérieurs, dans les prochains amphis, où on parlera cette fois-ci donc de magnétisme. Voilà donc pour l'intérêt et les limitations de ce formalisme, de ce formalisme canonique ou grand canonique.
Alors, je vais revenir pour la deuxième partie donc, de ce cours sur le gaz parfait classique. Et je vais essayer d'abord de faire une systématique, c'est-à-dire comment utiliser les outils qu'on vient de développer, et essayer d'identifier en fait certaines subtilités qui vont conduire naturellement à ce qu'on va faire la semaine prochaine, c'est-à-dire étudier non plus des gaz classiques, mais quantiques. Alors on verra dans quelle mesure ces gaz sont quantiques. Donc, on va essayer de bien décrire le problème. Donc, même si le système est simple, même si le problème est simple, il est toujours important d'identifier toutes les hypothèses. Donc, on va s'intéresser au gaz parfait monoatomique. Parfait, donc pas d'interaction. L'hamiltonien est simple à écrire. Les hypothèses sont les suivantes. Ces particules sont ponctuelles, donc je ne m'intéresse pas aux molécules diatomiques ou des molécules qui auraient des degrés de liberté internes. Donc, c'est un gaz de billes, hein, un gaz monoatomique, de particules qui n'ont pas de structure. Pas d'interaction. Alors, donc, pas d'interaction, ça suppose en fait que la distance typique entre les particules est beaucoup plus grande que la portée de l'interaction, hein, parce que l'interaction, elle existe toujours, mais bon, on se pose la question dans quelle limite on a le droit de faire cette description, donc la voici. Les particules de ce gaz sont identiques et elles sont indiscernables, hein, donc je ne peux pas séparer, identifier deux états où toutes les particules seraient exactement à la même position et avec les mêmes vitesses, mais avec des numéros différents. Hein, tous ces micro-états sont équiprobables. L'hypothèse importante qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est celle-là. On va comparer deux longueurs. On va supposer qu'on est dans la limite où cette longueur ici, qui s'appelle la longueur thermique de De Broglie, est beaucoup plus grande que la distance typique entre les particules. Alors la longueur d'onde thermique de De Broglie, je pense que tout le monde sait ce que c'est. Je vais quand même rappeler ce que c'est et puis on va voir pourquoi elle intervient ici. La longueur d'onde thermique de De Broglie, c'est une longueur naturelle qui intervient en considérant que l'énergie cinétique typique, vous prenez donc un gaz parfait, l'énergie cinétique typique, c'est kT. Bon, c'est 3,5 de kT si on regarde les trois directions. Hein, mais donc, typiquement, P2 sur 2m, c'est kT, donc l'impulsion typique, c'est racine de kT. À cette impulsion, par la relation de De Broglie, on peut associer une longueur caractéristique, h sur P, donc qui va varier comme 1 sur racine de kT. Donc vous voyez que cette longueur, c'est h sur racine de mkt, et le 2pi est là par convention. Alors, qu'est-ce que mesure cette longueur caractéristique? C'est l'extension typique du paquet d'ondes associé à une particule, c'est-à-dire c'est la longueur sur laquelle en dessous de laquelle cette particule doit être traitée de façon quantique. Au-delà, je ne verrai pas de la différence entre une particule classique, une bille, qui n'aurait pas de structure, et ce paquet d'ondes. Donc, si la distance entre les particules est beaucoup plus grande que la largeur du paquet d'ondes, la structure de ce paquet d'ondes ne m'intéresse pas. Je vais considérer que j'ai des particules indépendantes. Donc ça, c'est le régime classique que l'on va voir aujourd'hui. Ce régime classique donc, correspond à lambda t beaucoup plus petit que A, donc longueur d'onde de De Broglie beaucoup plus petite que la distance. Voilà le critère pour être dans le régime classique, que je peux aussi transformer en critère sur l'énergie, hein, vous voyez, ou sur la température plutôt. Vous voyez que ce critère-là me dit que la température doit être plus grande qu'une température caractéristique, qui est h bar 2 sur MA2. Alors ça devrait peut-être vous être familier. H bar 2 sur MA2, c'est l'énergie d'une particule dans une boîte de taille A. Hein, si vous vous souvenez, puits de potentiel infini, etc. À des facteurs numériques près, c'est l'énergie d'une particule confinée dans un espace de taille A. Donc en gros, c'est l'énergie cinétique quantique d'une particule confinée autour de ses voisins. Et donc, je vous ai dit que quand on considère un problème de physique statistique, il y a toujours deux énergies à comparer, l'énergie caractéristique du problème et la température. Ben voilà, il faut ici considérer
ces deux énergies caractéristiques. Et là, le cas classique correspond donc au cas où la température est beaucoup plus grande que cette énergie caractéristique, sur laquelle on reviendra la semaine prochaine. Donc, pour l'instant, je suppose que je suis dans ce régime-là. Dans le régime quantique, la distance devient petite devant la longueur d'onde de De Broglie, donc ces particules ne peuvent plus être isolées. Hein. Vous avez un recouvrement entre les fonctions d'onde. Donc évidemment, il va falloir une approche différente pour décrire ce régime quantique, et c'est ce qu'on va faire dans les semaines suivantes. Donc pour préparer les questions à venir et les semaines suivantes, il est important de bien comprendre d'abord, de revenir sur ce régime classique, donc du gaz parfait classique. Donc, si je veux, à partir de ce thème newtonien microscopique, en déduire la thermodynamique du gaz classique, je sais que j'ai trois outils à ma disposition, soit le calcul microcanonique, soit grand canonique. Donc le calcul microcanonique, on ne va pas le refaire ici, donc l'idée c'est de fixer l'énergie totale de ces particules, de calculer un nombre de configurations compatibles avec cette énergie totale, ensuite de calculer cette dérivée, et on en déduit une relation entre température et énergie. Alors ça, c'est fait dans le poly, c'est un exercice de combinatoire, qu'il est intéressant de faire une fois, mais je n'ai pas le temps de le faire au tableau. Ici, on va utiliser l'approche canonique, et éventuellement, on va aussi voir l'intérêt de l'approche grand canonique, mais essentiellement, ce gaz parfait classique, on peut l'étudier dans l'approche canonique, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc, en général, l'approche canonique pour des particules, des objets sans interaction, elle est simple. Donc, j'espère que vous allez voir qu'effectivement, elle est simple. Donc, on doit calculer la somme sur les microétats. Pour un gaz de particules, on sait que ces microétats, les variables ici, position et impulsion, sont des variables continues. Donc, j'ai un ensemble non dénombrable de microétats. Et donc les énergies ne dépendent pas évidemment de la position, mais ne dépendent que des impulsions. Donc pas de dépendance en position, et l'énergie, c'est l'addition de ces 3n termes quadratiques, n parce que j'ai n particules, et 3 parce que j'ai 3 directions, x, y, z. Alors on avait vu que lorsqu'on a ces variables continues ici, eh bien, il faut transformer cette somme discrète en une somme continue, une somme de Riemann en une intégrale de Riemann, si vous voulez. Et on a besoin ici, évidemment, du pas d'intégration, puisque ici, on a quelque chose qui est sans dimension, donc qui doit être sans dimension ici. Donc si j'ai un produit d'une impulsion par une position, c'est-à-dire une action, je dois avoir une action au dénominateur. Et on avait essayé, donc c'était dès le premier cours, je vous avais montré comment effectuer cette transformation ici. Et j'avais argumenté du fait que ici, comme action, on allait mettre la constante de Planck, ce volume, cet hypervolume à troisième dimension. C'est ce qu'on appelle le volume d'une cellule de Planck, c'est le volume associé à un état quantique. Donc, ce calcul ici est classique, mais on est obligé de couper le volume, l'espace des phases en petits morceaux. Et ces petits morceaux ont un volume qui est donc h puissance 3n. Pourquoi h, pas h bar, 2h, etc. On a déjà vu la dernière fois, quand on est passé de l'oscillateur harmonique quantique à l'oscillateur classique, que ça marchait bien si on mettait H. Alors, on ne l'a pas prouvé de façon définitive, mais en fait, c'est effectivement H qu'il faut mettre ici. L'autre précaution à prendre, c'est que comme on a des particules indiscernables, il ne faut pas compter ces états plusieurs fois, où on aurait simplement numéroté les particules. Sinon, j'ai deux états, même position, même impulsion, donc il ne faut pas les compter plusieurs fois. Donc, il ne faut pas compter tous ces micro-états plusieurs fois, donc il faut diviser ici par 1 sur factoriel n. Donc voilà, la fonction de partition, c'est simplement, l'expression est un peu lourde, mais elle est quand même extrêmement simple. La dépendance, il n'y a pas de dépendance en position, donc le volume sur les positions va simplement, l'intégration sur les positions va me donner simplement le volume à la puissance n. Le 3h puissance 3n, il est là, le factoriel n, il est là, et il reste l'intégrale donc sur toutes les impulsions de exponentielle moins bêta en. Alors évidemment, l'intérêt ici, c'est que vous voyez que cette somme, c'est la somme de termes indépendants, donc factorisation de la fonction de partition, c'est ce que je reprends ici sur ce
transparent suivant. Donc cette intégrale à 3n dimensions, c'est en fait le produit de 3n termes identiques. Et ce terme-là, ben, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, c'est l'intégrale gaussienne, donc qui va varier comme 1 sur racine de bêta, donc comme racine de kt. Donc ben voilà, on a calculé la fonction de partition canonique du gaz parfait. On remet tout ensemble. Comme précisément h sur racine de 2πmkt, c'est la longueur de De Broglie, vous voyez qu'on peut écrire cette fonction de partition sous une forme excessivement simple. C'est le produit de n fonctions de partition à une particule. Hein, c'est le découplage, l'intérêt du formalisme canonique. Et puis, on ne va pas oublier ce 1 sur factoriel n. Une autre face. Alors, et ce Z1, ici, fonction de partition à une particule, eh bien, donc c'est simplement le rapport donc volume sur H3 fois racine de 2πmkt à puissance 3,5, puisque pour une particule, j'ai 3 directions x, y, z. Donc, vous voyez que c'est simplement cette fonction de partition, c'est le volume divisé, c'est le rapport de deux volumes, c'est sans dimension, hein, une fonction de partition. Donc, c'est le rapport du volume sur le volume associé à une particule, la longueur d'onde thermique associée à une particule. Donc voilà, tout est là-dedans. À partir de tout ça, on peut retrouver toutes les propriétés du gaz parfait, celles que vous connaissez, on va réobtenir, et puis certaines propriétés qu'il va falloir discuter en détail. Donc, à partir de cette fonction de partition, on va essayer de retrouver tout ce qu'on connaît sur le gaz parfait, enfin plus ou moins, parce que vous connaissez plus ou moins. Ça, vous connaissez très bien, l'énergie moyenne. Alors, la dérivée du log, c'est n fois la dérivée du log de Z1. La dérivée logarithmique de Z1 par rapport à bêta, il faut simplement, toutes les constantes disparaissent, hein, il faut simplement constater que Z1 varie comme 1 sur bêta à la puissance 3,5, donc la dérivée logarithmique, c'est 3,5 sur bêta, donc 3,5 de kt. Donc, entre parenthèses, vous voyez que tous les préfacteurs, le factoriel n, tout ça disparaît, et on a une relation excessivement simple qu'on a déjà retrouvée plusieurs fois. Moins kt log de z, alors moins kt log de z, bah, il suffit de l'écrire, donc log de z, ça va être n fois le log de z1, donc n fois kt log de z1, et puis il y a le factoriel n. Alors le factoriel n, le log de n factoriel, on utilise Stirling, ce qui fait que le log de n factoriel qui se trouve ici va vous produire n log de n, donc qui est ce n log de n, moins n, donc qui va être ce terme qui se trouve ici. Alors, je vais mettre en rouge ce qui est lié à ce factoriel n. D'accord ? Je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Donc cette expression, elle vous est moins familière. Par contre, ce qui vous est familier, c'est la pression. Alors la pression, dérivée par rapport au volume, alors vous voyez que dériver le log de V par rapport au volume, c'est 1 sur V. D'accord ? Donc il va rester F égale moins N kt sur V. Et donc la pression, c'est moins. Voilà. Donc la pression, c'est PV égale NKT. D'accord ? P, c'est la dérivée logarithmique de V. Donc P varie comme 1 sur V. Et vous avez le NKT devant. Donc on retrouve l'équation du gaz parfait. Encore une fois, tous les autres facteurs, il n'y a rien de quantique, la constante de Planck a disparu, l'indiscernabilité ne joue pas de rôle ici. Voilà, donc c'est deux formules que vous connaissez très bien. L'entropie, c'est la dérivée de F par rapport à la température. Alors, je passe un peu vite parce que ça n'a aucun intérêt de détailler ça au tableau, mais vous voyez que si je dérive par rapport à la température, j'ai deux termes. J'ai cette première dérivée ici qui va me donner un nk, alors le k il est là, nk log de v sur n lambda t au cube, et puis il y a la dérivée du log. Alors la dérivée du log, ça va nous donner un 3,5 qui va se retrouver ici. Donc il y a deux termes dans la dérivée, mais bon, disons le terme essentiel, c'est le premier, c'est celui qu'on voit tout de suite, c'est la dérivée par rapport à cette température ici. Donc, une expression de l'entropie qui certainement ne vous dit rien sous cette forme-là. Et c'est sur cette expression que je vais revenir tout à l'heure. Donc, je résume ici. Alors voilà, je ne vais pas m'étendre, hein, vous reverrez ça à la maison tranquillement.
finalement, à partir de Z ou de F, l'énergie libre, vous avez donc, je reprends le catalogue de ce que je viens d'expliquer, vous avez les différentes quantités thermodynamiques, donc l'entropie qui est la dérivée par rapport à T, la pression qui est la dérivée par rapport à V, et le potentiel chimique qui est la dérivée par rapport à N. D'accord ? Donc, cette expression de l'entropie que je viens de vous montrer, la pression que vous connaissez très bien, et le potentiel chimique. Alors, on met ça de côté pour l'instant parce que vous avez peut-être beaucoup de formules à apprendre et à intégrer, mais cette expression est importante. C'est le potentiel chimique du gaz parfait. On aura à discuter cette expression, donc il faudra se souvenir de cette expression. Voilà, donc on a retrouvé toute la thermodynamique du gaz parfait. Si au lieu d'avoir des molécules monoatomiques, on a des molécules polyatomiques, on sait ce qu'il faut faire. On sait qu'à ce moment-là, il faut rajouter les contributions des différents degrés de liberté, donc rajouter d'autres termes multiplicatifs à la fonction de partition, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir simplement la translation qu'on vient de décrire tout de suite, eh bien, il faudrait rajouter de façon indépendante, donc multiplicative sur la fonction de partition, la fonction de partition des degrés de liberté de vibration et de rotation. Et ça, c'est ce qu'on a déjà fait la semaine dernière, en tout cas pour la vibration. Je vous rappelle que pour décrire la thermodynamique de l'oscillateur harmonique, on avait quantifié l'oscillateur, puis ensuite obtenu l'énergie moyenne, puis la capacité thermique, qui constitue le modèle d'Einstein, qui avait donc compris qu'à basse température, les degrés de liberté de vibration sont gelés, et à haute température, on retrouve la limite classique, c'est-à-dire l'équipartition de l'énergie pour un oscillateur harmonique, c'est-à-dire répartie entre énergie potentielle et énergie cinétique. Pour la rotation, vous n'avez pas forcément, certains l'ont fait en petite classe, mais pas tout le monde, vous aurez l'occasion de le faire. On peut aussi donc étudier, donc calculer la fonction de partition associée, ça ce sont les énergies propres d'un rotateur, donc c'est le moment cinétique H bar, c'est le moment cinétique sur le moment d'inertie, moment cinétique au carré, L2 sur 2J. Donc ça se fait aussi, et on trouve aussi un gel des degrés de liberté de rotation. Et aussi, on retrouve dans la limite classique l'équipartition d'énergie qui correspond aux deux angles de l'air qui me permettent de décrire la rotation de la molécule. Donc si on reconstruit tout, c'est la capacité thermique dont je vous avais parlé la dernière fois. On avait parlé surtout de la vibration pour comprendre le gel des degrés de liberté qui apparaît à température ambiante. À température ambiante, en gros, ces molécules ne vibrent pas. Par contre, à température ambiante, en fait, les molécules tournent parce que les énergies associées au degré de liberté de rotation sont très petites. Et puis, je reviens sur ce point d'interrogation ici, puisque maintenant, on en est là. On est en train de décrire un gaz parfait monoatomique. Et ce gaz parfait monoatomique, ben ici, on va le décrire de façon classique, mais on voit bien qu'il va se passer quelque chose, que la mécanique quantique va rentrer en jeu, puisque on sait, en tout cas c'est le troisième principe de la thermodynamique, que la capacité thermique doit tendre vers zéro. Donc, ces questions, voilà les questions qui vont être soulevées à partir de maintenant, et que je voudrais donc discuter en m'intéressant à l'entropie du gaz parfait. Donc l'expression que vous connaissez certainement le moins pour les quantités thermodynamiques qui décrivent ce gaz parfait. Donc je réécris l'entropie, donc en fonction de la température, du volume et du nombre de particules. Et donc les trois remarques sont les suivantes. La première, c'est que l'entropie, c'est une quantité extensive. Comme l'énergie libre, toutes ces quantités sont des quantités, des variables, des fonctions d'état, et ce sont des fonctions qui sont extensives. Et donc, je vais revenir sur l'importance de ce n factoriel. Vous voyez que donc ce n factoriel, c'est celui qui est, donc si on revient en arrière, qui est à l'origine de ce n dans le log ici. Donc, c'est ce n factoriel qu'on a un peu introduit à la main en disant, ben voilà, les particules sont identiques, donc il ne faut pas compter les microétats plusieurs fois.
Alors vous voyez que si on avait oublié ce n factoriel, si je ne mets pas ce n factoriel ici, bien j'ai une entropie qui n'est pas extensive. Vous voyez qu'une quantité extensive, c'est que si je double le nombre de particules, si je double le volume, je dois doubler l'entropie. Donc vous voyez que ici, si je double le nombre de particules et que je double le volume, cette quantité n'est pas multipliée par 2. Par contre, si j'ai le n au dénominateur, effectivement, si V est multiplié par 2, si n est multiplié par 2, le rapport, qui est en gros l'inverse de la densité, n sur V, c'est la densité. Donc, doubler le volume, doubler le nombre de particules, on ne change pas la densité. Donc, ce terme ici, ce log, reste constant, et effectivement, l'entropie est multipliée par 2. Donc, j'ai absolument besoin de ce n pour avoir une quantité qui est extensive. Donc, ça, c'est la première remarque. Une autre remarque qui est plus ou moins reliée, en fait, à la question précédente, c'est un ensemble de questions que les gens se sont posées et qui sont regroupées sous le nom de paradoxe de Gibbs. C'est savoir si l'entropie qu'on a construite, c'est une bonne quantité qui va décrire en fait tous les systèmes, toutes les situations auxquelles on peut faire face. Et en particulier, on peut se poser la question de cette situation ici où on aurait deux gaz de même densité, donc volume et nombre de particules différents éventuellement, mais deux densités différentes, deux densités identiques, pardon. Donc toutes les particules sont indiscernables, les densités sont les mêmes, donc si j'enlève la cloison, comme les densités sont les mêmes, macroscopiquement, il ne va rien changer. Évidemment, je vais avoir transfert de particules d'un côté vers l'autre, mais mettre la cloison ou l'enlever, c'est un processus réversible. Ici, la densité est la même partout, donc que j'ai la cloison, que je n'ai pas la cloison. Donc c'est un processus réversible, donc l'entropie ne doit pas varier. D'accord ? Pour un processus réversible, l'entropie ne varie pas. Donc on va vérifier si notre expression de l'entropie vérifie bien et est bien la bonne. Alors, donc, on part d'une situation initiale où on a n1 particules dans un volume V1, n2 particules dans un volume V2, et on se retrouve avec n1 plus n2 particules dans un volume V1 plus V2. Alors, quelle est la variation d'entropie ? Vérifions que l'entropie ne varie pas. Alors, si on n'avait pas le factoriel n, donc si on n'avait pas le n ici, on va regarder l'entropie dans l'état initial et l'entropie dans l'état final. Alors, j'ai simplifié les expressions. Vous voyez que, comme tout ça est à température constante, qu'est-ce qui varie? C'est simplement les nombres de particules et les volumes. Donc, tous ces facteurs ici, je vais les oublier, puisque je vais les retrouver à gauche et à droite. Donc, essentiellement, l'entropie avant, c'est N1 log de V1 pour le gaz 1, plus N2 log de V2 pour le gaz 2. Donc, ça, c'est l'entropie lorsqu'on a la cloison. Si j'enlève la cloison, je me retrouve avec N1 plus N2 particules dans un volume V1 plus V2. Donc, cette fois-ci, même expression, mais avec N1 plus N2 log de V1 plus V2. Et évidemment, ça, ce n'est pas égal à ça. Donc, on a un problème, c'est que l'entropie, une bonne expression de l'entropie ne devrait pas varier. Et ici, on a une variation de l'entropie. Donc ça, c'est un problème que Gibbs s'est posé dans les années 1870, au début vraiment des fondations de la physique statistique. Et en fait, ce qui nous sauve, ça, ce calcul est faux, ce qui nous sauve, c'est le factoriel n. Parce qu'avec le factoriel n, la bonne expression de l'entropie, c'est cette fois-ci log de V sur n, d'accord ? C'est-à-dire que je vais remplacer ce que j'avais ici par N1 log de V1 sur N1 plus N2 log de V2 sur N2. Et de l'autre côté, j'ai N1 plus N2 log de V1 plus V2 sur N1 plus N2. J'utilise cette formule à gauche et à droite. D'accord ? Et cette fois-ci, vous voyez bien, comme les densités sont identiques, V1 sur N1, c'est V2 sur N2, et c'est aussi V1 plus V2 sur N1 plus N2. Donc, il n'y a pas de variation d'entropie. Donc, on est sauvé grâce
à ce factoriel n. Alors historiquement, c'est des questions qui ne sont pas apparues tout de suite parce que les gens ne sont pas forcément tout de suite posé la question de l'extensivité de l'entropie. On variait le volume, mais pas forcément le nombre de particules. Et là, ça apparaît évidemment quand on mélange des gaz. Donc si ces gaz sont identiques, eh bien, on a une bonne formule de l'entropie et on n'a pas de variation d'entropie pour un processus réversible. Alors on va quand même considérer la situation où on aurait des gaz de particules différentes, cette fois-ci, des atomes, des isotopes par exemple, des atomes bleus et des atomes rouges. Évidemment, cette fois-ci, toujours en partant de densités identiques, si j'enlève la cloison, eh bien, les gaz vont se mélanger, et évidemment, cette fois-ci, j'ai un processus qui est irréversible. Donc, cette fois-ci, je dois bien avoir une augmentation de l'entropie. D'accord ? Alors, cette augmentation de l'entropie, eh bien, vérifions que l'entropie varie. On a avant, donc la même expression que tout à l'heure, avec la bonne expression de l'entropie, hein, log de V sur N. Et puis, après, on se retrouve avec n particules bleues dans un volume V1 plus V2. Donc, N1 particules dans un volume V1 plus V2, plus N2 particules dans un volume V1 plus V2. D'accord ? Ces N1 particules, maintenant, occupent tout le volume, et ces N2 particules occupent tout le volume. D'où l'irréversibilité. Donc, si on regarde la variation d'entropie, cette fois-ci, donc, je vais enlever des termes qui, évidemment, disparaissent. Vous voyez, le N1 log de N1, je l'ai ici et ici. Le N2 log de N2, je l'ai ici et ici. Et donc, voilà ce qui reste. Cette entropie, elle est non nulle. C'est ce qu'on appelle l'entropie de mélange. Et on sait que cette entropie, on sait que l'entropie, ça traduit la perte d'information. Eh bien, évidemment, on a perdu de l'information. On ne sait plus si les particules sont à gauche ou à droite. Et donc, cette entropie ici, si j'introduis donc ces PI ici, qui sont des probabilités, donc la probabilité d'être à gauche, c'est n gauche sur grand N, c'est-à-dire V gauche sur grand N, pareil pour être à droite. Et il est facile de montrer que cette variation d'entropie, eh bien, c'est le P1 log de P1 plus P2 log de P2, une expression avec laquelle vous commencez à être familier. Et si les deux compartiments sont identiques, eh bien, donc, c'est simplement nk log de 2. Hein. Eh bien, pour chaque particule, on ne sait plus si on est à gauche ou à droite. Donc, on a une augmentation d'entropie log de 2 et multipliée par n pour les n particules. Voilà, donc on a vérifié qu'on a bien une entropie, une expression de l'entropie qui décrit à la fois donc, des cas où on a des molécules différentes et on a des molécules identiques. C'est-à-dire que dans un cas, il y a augmentation de l'entropie parce que le processus est irréversible, on a mélangé les couleurs, alors que dans l'autre cas, il n'y a pas d'augmentation de l'entropie. Deuxième remarque, je reviens toujours donc, sur cette expression qui date de 1912, ça s'appelle la formule de Sackur-Tétrode. Et en particulier, M. Tétrode, c'est lui vraiment qui a résolu le paradoxe de Gibbs, qui a compris qu'il fallait le factoriel n pour avoir le log de n ici et avoir une entropie vraiment extensive. Alors cette forme, en fait, vous la connaissez, mais pas vraiment, enfin cette expression, vous la connaissez, mais pas vraiment sous cette forme-là. Si je développe un peu la forme de cette fonction, donc je remplace lambda t par son expression. Je fais apparaître donc la dépendance en volume et la dépendance en température, qui sont les deux paramètres extérieurs. Donc j'ai une entropie qui, si j'oublie tous les termes constants, peut être réécrite sous cette forme-là pour mettre en avant, donc pour une mole, donc nk c'est nombre d'Avogadro, hein, donc nk c'est R. Donc pour une mole, je peux réécrire l'entropie comme log de T sur T0 plus log de V sur V0. Hein. Je retiens cette dépendance logarithmique en température et en volume, et je mets des constantes ici que je vais réabsorber ici dans ce terme constant ici. Eh bien cette forme, j'espère qu'elle vous est plus familière, parce que vous l'avez vue l'année dernière, ou enfin il y a quelque temps.
Donc ça, j'ai repris ça dans un livre de prépa. On vous a dit que pour un gaz parfait monoatomique, on admet que l'entropie est fonction uniquement des variables T et V, et son expression est donc celle-ci, mais on vous l'avait parachutée. Donc c'est la formule de Sackur-Tetrode. Voilà, ce que vous aviez admis, vous l'avez obtenu aujourd'hui de façon microscopique. Alors, il y a un commentaire qui est... Enfin, néanmoins, si on ne sait pas toutes ces constantes, il y a quand même quelque chose d'important, c'est les dépendances en température et en volume. Et on a estimé pendant très longtemps, avant la mécanique quantique, que l'entropie n'était définie qu'à une constante additive près. C'est-à-dire qu'on était capable de mesurer que des différences d'entropie. C'est-à-dire, en fait, on se souciait peu de cette constante ici. Alors, en fait, maintenant, cette constante... Donc, classiquement, l'entropie n'est connue qu'à une constante additive près. Cette constante additive, vous voyez, c'est la combinaison de tous ces termes-là ici, et vous voyez que cette constante additive, elle dépend de la constante de Planck. Donc, la mécanique quantique donne une valeur à cette constante additive, et en attribuant donc ce volume H3, H cube, pour la cellule de Planck, qui va se retrouver ici sur ce H carré, on peut définir, pour une température donnée, l'entropie de façon absolue. Bien. Alors, ayant considéré que ça a un sens d'avoir l'entropie de façon absolue, on va se poser la question suivante. Je reviens encore sur toujours la même expression, que je vais essayer de simplifier encore au maximum. Je m'intéresse à ce rapport ici. Vous voyez que c'est le rapport de deux volumes. V sur n, c'est le volume associé à une particule. Enfin, c'est le volume occupé par une particule. C'est relié à la distance typique entre les particules. Et lambda t au cube, c'est le volume quantique associé à une particule. Donc, si je fais apparaître la distance typique entre les particules, donc A cube, c'est V sur N, vous voyez que je peux réécrire l'entropie sous cette forme-là. C'est log de A cube sur lambda T au cube. Donc, le cube, je vais le sortir. Donc, c'est 3 fois le log du rapport de ces deux longueurs. D'accord ? Et puis, je vais oublier ce facteur-là, parce que c'est le log ici qui joue le rôle le plus important. Alors, si on regarde ça de plus près, donc on peut tracer S de T en fonction de la température, et de façon absolue, puisqu'on connaît exactement lambda T, on connaît toutes les constantes, on connaît la constante de Planck, etc. Alors, vous voyez que là, on a un problème. C'est que quand la température diminue, lambda T augmente. Lambda T va augmenter jusqu'à éventuellement devenir plus grand que A. Et donc, on a un log avec un argument plus petit que 1. C'est-à-dire que l'entropie va devenir négative. Alors, classiquement, ce n'était pas très grave, puisqu'on disait l'entropie est fixée n'est pas déterminée, est fixée à une constante près. Là, ça devient très important, puisque on est en contradiction avec notre formule de l'entropie. K log de W ne peut pas être négatif. Le mieux qu'on puisse faire, quand on est dans l'état fondamental, c'est qu'il n'y a plus qu'un micro-état donné. Donc l'entropie peut être nulle, mais pas négative. Et puis on a ce troisième principe de la thermodynamique qui vous dit que la capacité thermique tend vers zéro, c'est-à-dire que l'entropie doit tendre vers zéro, à température nulle. Donc tout ça ne va plus du tout. Donc, on a clairement un problème, précisément, quand lambda T devient de l'ordre de A. C'est le régime quantique dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et vous voyez que ce régime quantique, on le voit apparaître naturellement comme une limitation du régime classique, parce que ça n'a plus de sens ici de parler de l'entropie. Donc, ce calcul ici devient faux. Ça correspond au point d'interrogation que j'avais mis pour la capacité thermique, où j'ai dit que la capacité thermique classique du gaz monoatomique, il faut bien qu'elle tende vers zéro, donc il y a des choses qui vont se passer ici. Donc ce calcul devient faux pour une température telle que
voilà, la lambda t est de l'ordre de A, c'est-à-dire pour une température caractéristique que je vous ai déjà écrite et annoncée tout à l'heure, qui dépend de la masse des constituants, qui dépend de la densité. On va discuter ça la prochaine fois. Mais il existe des gaz, alors ce n'est pas le gaz parfait qui nous entoure, mais il existe des gaz pour lesquels la description devient mauvaise si on est dans le régime quantique. Donc c'est ce qu'on va voir dans les cours à venir. Et donc là, j'ai posé les questions pour les prochaines fois. Pour finir le cours d'aujourd'hui, vous voyez qu'on a pu complètement décrire le gaz parfait avec l'approche canonique. Alors vous allez me dire, mais pourquoi tout refaire avec le grand canonique? Alors on va tout refaire avec le grand canonique en quelques minutes. On va tout refaire avec le grand canonique parce que dans le régime quantique, on ne saura utiliser que le grand canonique. Donc on va tout refaire en grand canonique. Alors rassurez-vous, ce n'est pas très long, parce qu'il se trouve que dans le régime classique, la fonction de partition canonique et la fonction de partition grand canonique sont très simplement reliées l'une à l'autre. Si je reviens à cette relation fonction de partition grand canonique, je peux l'écrire comme une somme des fonctions de partition canonique pour n particules avec le facteur de Boltzmann et je somme sur n. D'accord ? Pour le gaz parfait classique, cette fonction-là, on la connaît. Alors, je vous ai dit que ce n'est pas toujours facile de calculer cette somme. Quand on passe du micro au canonique, ce n'est pas forcément facile de recalculer toute cette somme. Et en général, quand on passe aussi du canonique au grand canonique, il est plus simple de calculer cette quantité que de calculer cette quantité. Mais là, il se trouve qu'on a une forme ici qui est particulièrement simple. Je vous la rappelle, on l'a écrite tout à l'heure. La fonction de partition canonique, c'est la fonction de partition pour une particule à la puissance n et le factoriel n. Donc, la fonction de partition grand canonique, c'est une somme sur n de... S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, z canonique, c'est z1 puissance n sur factoriel n. Et ici, exponentielle alpha n. Bon, bah ça, c'est facile. Hein. Vous voyez, c'est le développement d'une exponentielle. Donc, la fonction de partition grand canonique, c'est simplement exponentielle de cet argument ici, exponentielle alpha z1. Voilà la fonction de partition grand canonique. Alors, il se trouve que dans ce cas classique, on sait finalement la calculer aussi facilement que celle-là. Elle porte la même information. Mais, dans la limite classique, retenez bien ça parce que c'est très important pour la suite, la fonction de partition canonique a été facile à calculer car les configurations associées à chaque particule sont indépendantes des configurations des autres particules puisqu'il n'y a pas recouvrement des fonctions d'onde. D'accord ? Dans la limite quantique où on aura un recouvrement des fonctions d'onde, c'est-à-dire où lambda t devient grand devant la distance interatomique, on ne pourra plus calculer cette fonction de partition ici comme une contribution de particules indépendantes et on ne saura calculer que directement la fonction de partition grand canonique. Donc là, c'est un cas un petit peu marginal et exceptionnel où on sait facilement passer de l'un à l'autre. Donc, la dernière étape de l'exercice, c'est de vérifier que, et ça, je vais passer un petit peu vite, vous le vérifierez vous-même, c'est qu'à partir de cette relation, on peut à nouveau retrouver toutes les propriétés du gaz parfait. Alors, regardez. Voilà la fonction de partition grand canonique. Les propriétés macroscopiques, les quantités physiques, sont des logs de cette fonction de partition. Donc, le log, voilà, c'est juste l'argument de l'exponentielle. Donc, vous voyez, le nombre moyen de particules, d de log de z sur d alpha. Voilà, alors le log de z, c'est ça. Donc, d de log de z sur d alpha, c'est encore l'exponentielle. Donc, c'est exponentielle alpha z1. Donc, vous avez une relation entre potentiel chimique et nombre de particules que j'ai écrit tout à l'heure et que vous ne connaissez pas encore très bien, mais elle existe. Le grand potentiel, c'est moins kt log de z. Bah, log de z, c'est voilà, un log de z, c'est l'argument ici. Donc, moins kt log de z, c'est ça.
Or, exponentielle alpha Z1, c'est n. Donc A, c'est moins nkt. Et comme A est égal à moins PV, eh bien, donc, on retrouve que PV égale nkt. L'énergie moyenne, c'est la dérivée logarithmique par rapport à bêta. Alors là, il faut travailler un tout petit peu plus, parce que la dérivée logarithmique par rapport à bêta, il faut dériver Z1 par rapport à bêta. Vous voyez que exponentielle alpha, c'est N1, c'est N sur Z1. Donc j'ai N sur Z1. Et je retrouve la dérivée logarithmique de la fonction de partition à une particule. Ben, ça, je connais, hein, et je sais que ça va me donner 3,5 de kT à la fin. Voilà, donc comment on retrouve, avec cette fonction de partition grand canonique, toutes les propriétés du gaz parfait. Donc là, c'était simplement un exercice, mais ce calcul de fonction de partition canonique, dont la limite est cette expression dans le cas classique, ça va devenir donc essentiel pour les cours suivants, où donc on va essayer de répondre à cette question. Comment évolue donc ce gaz dans des régimes quantiques. Donc ça sera l'objet des prochains amphis. Et comme on va parler de particules indiscernables en mécanique quantique, je vous encourage vivement, surtout pour ceux qui n'auraient pas suivi le cours de physique quantique avancée, d'aller voir soit le poly, soit la vidéo du cours correspondant de Manuel Joffre. Évidemment, je vais en reparler, mais ça serait pas mal, je pense que ça sera utile de voir ce cours un petit peu à l'avance. Attendez encore 2 minutes, s'il vous plaît. Donc, en conclusion, rassurez-vous, j'ai bientôt fini. Je vous avais annoncé au premier cours qu'on allait aborder un grand nombre des grands problèmes de la physique, hein, des étoiles aux semi-conducteurs, etc. Jusque-là, avec le formalisme canonique, on a quand même vu un certain nombre de petits problèmes, mais finalement assez simples. Hein. Et donc, ce que l'on a fait aujourd'hui, ce formalisme grand canonique, va nous permettre d'aborder le régime quantique qui décrit en fait tous ces systèmes qui sont extrêmement variés, mais qui vont être décrits de façon, je dirais, universelle, ce qui est le but de la physique statistique. Et vous savez donc que les particules de l'univers sont de 2 natures, selon qu'elles aiment être dans le même état quantique ou qu'elles n'aiment pas être dans le même état quantique. Donc ça, c'est le cours sur les particules indiscernables. Hein. Et donc, on verra comment le caractère à basse température, comment le caractère fermionique ou bosonique va conditionner le comportement donc, de ces, ne serait-ce que du gaz parfait, hein, à basse température. Et donc, ça sera l'objet des prochains cours. Voilà, je vous remercie.